18 juillet 1987, 16h42. Port de La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine. Le soleil d'été scintillait sur le port animé de La Rochelle alors que l'éclat de l'océan, un paquebot de croisière de luxe de taille moyenne à destination des Açores, se préparait à lever l'ancre. C'était le dernier voyage du navire avant un mois d'entretien en cale sèche. Le quai grouillait de familles agitant la main en guise d'adieu, de couples sirotant un verre de muscadet frais, et de stewards lançant les dernières annonces d'embarquement. Parmi les passagers montant la passerelle se trouvait Dr Étienne Dubois, 41 ans, un cardiologue respecté d'Angoulême, Charente, et son épouse, Dr Claire Dubois, 38 ans, une oncologue pédiatrique dans un hôpital régional. Tous deux étaient admirés pour leur dévouement envers leurs patients, et avaient, de manière inattendue, réservé ce voyage à la dernière minute. Les croisières n'étaient pas leur habitude. Mais quelque chose avait changé. Le frère cadet d'Étienne, Antoine Dubois, qui les avait conduits au port, les serra dans ses bras pour un adieu rapide. Essaie de ne pas trop analyser le buffet. Tu as le droit de te détendre, dit-il. Étienne sourit. Nous serons injoignables pendant quelques jours. Profite du silence, ajouta Claire avec un sourire malicieux. Et s'il arrive quelque chose, accuse les crevettes, plaisanta Antoine, ignorant que ce serait la dernière fois qu'il les verrait. Cabine. 19 juillet 1987, 9h16. Éclat de l'océan, cabine 7B, pont supérieur. Leur cabine était modeste mais élégante, une suite d'angles avec un balcon privé. La lumière matinale filtrait à travers des rideaux de lin léger alors que Claire feuilletait une brochure sur les soins au spa du navire. Étienne, assis à ses côtés, sirotait un café noir et lisait un roman policier médical aux pages cornées. Ils avaient choisi de se déconnecter complètement, pas de beeper, pas de contact avec l'hôpital, pas même une carte postale. Pour la première fois de leur carrière, ils avaient décidé que cette semaine serait uniquement pour eux. Ce soir-là, ils dînèrent seuls à la table 14, près d'une fenêtre donnant sur l'océan infini. Un photographe du navire passa et prit une photo, le genre d'image destinée à orner le mur des souvenirs de l'équipage. Cette photo deviendrait plus tard l'image la plus diffusée de l'enquête. La disparition. 21 juillet 1987, 6h30. Éclat de l'océan. Journal de bord. Lorsque le navire fit une brève escale à Horta, Açores, les Dubois ne descendirent pas à terre. Le personnel de ménage rapporta que leur cabine était intacte ce matin-là. Les lits étaient faits, les vêtements soigneusement pliés, leurs bagages toujours dans le placard, mais eux avaient disparu. Personne ne les avait vus au petit déjeuner. Ils n'avaient pas assisté au spectacle de jazz de la veille au soir. Leur carte d'accès n'avait enregistré aucune activité depuis l'après-midi précédent. À midi, l'équipage déclencha le protocole de personnes disparues. Lorsque le navire revint à La Rochelle le 25 juillet, la garde côtière française lança une enquête. Les témoignages furent recueillis, le navire fouillé de la proue à la poupe, les bandes de surveillance visionnées. Rien. Aucun signe de lutte, aucune indication de suicide, aucun témoin, aucune lettre d'adieu, aucune trace. Seule leur cabine restait immaculée et silencieuse, comme si la mer les avait simplement engloutis. 25 juillet 1987, 9h50. Poste de la garde côtière, Saint-Nazaire. L'éclat de l'océan venait à peine de compléter ses procédures d'accostage lorsque capitaine Sophie Martin, sans lien de parenté avec le couple disparu, se tenait à l'extrémité du quai, examinant le rapport préliminaire. 2 passagers portés disparus, mariés, tous 2 médecins, sans antécédents de troubles mentaux ou de comportements suspects. La disparition avait eu lieu quelque part entre Horta et la côte bretonne. La recherche interne de l'équipage n'avait rien donné. Sophie parcourut le plan du navire, notant dans la marge, pas de couverture CCTV sur les ponts extérieurs supérieurs en 1987. Aucun enregistrement d'activité de la porte de la cabine après le 20 juillet à 17h47. Aucun recours au service de chambre, à la piscine ou aux événements de la soirée. Cela n'avait aucun sens. Les gens tombent par-dessus bord, les gens s'enfuient.
Mais des couples comme celui-ci, sans conflit, sans dette, sans ennemis connus, ne disparaissent pas ainsi. Fouille contrôlée. 25 juillet 1987, 14h15. À bord de l'éclat de l'océan. La garde côtière monta à bord cet après-midi-là avec des cadets et des plongeurs. Chaque placard, compartiment de stockage et couloir d'équipage fut inspecté. Les plongeurs vérifièrent sous les canaux de sauvetage et le long de la ligne de flottaison pour détecter des blessures ou des vêtements accrochés au rivet. Les effets personnels des Dubois furent recensés et mis sous scellé, 2 livres, un roman policier médical, une anthologie poétique, une boîte à bijoux intacte, 3 lettres pliées mais non scellées et vierges, un appareil photo jetable non développé, des lunettes de soleil sur ordonnance, et un carnet relié en cuir. Dans le tiroir de la salle de bain, la montre d'Étienne et une brosse à cheveux avec quelques mèches blondes. Le capitaine du navire, Jacques Morel, 62 ans, coopéra mais resta sur la défensive. J'ai effectué 211 voyages sans perdre un seul passager, insista-t-il. Si ces deux-là ont disparu, ce n'est pas à cause de mon navire. Quelqu'un a apporté ce problème à bord. Cette remarque attira l'attention. Réaction de la famille. 26 juillet 1987, 10h22. Angoulême, Charente, maison des Dubois. Antoine Dubois s'assit avec les enquêteurs dans la cuisine de son frère. La maison était impeccable. Des photos de famille ornaient le couloir. Des revues médicales jonchaient la table basse. Le réfrigérateur contenait encore une demi-bouteille de sauterne ouverte la veille de leur départ. Il raconta tout, Étienne n'avait pas d'ennemis, Claire venait de recevoir une subvention pour la recherche sur le cancer. Ils avaient réservé la croisière à la dernière minute avec des points accumulés lors d'une conférence pharmaceutique. Il se souvenait d'une chose étrange, il m'a demandé de vérifier la boîte aux lettres pendant leur absence, puis il a hésité, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais il a juste dit peu importe et a souri. Cela semblait anodin, mais ça restait dans son esprit. 3 jours après le dépôt du rapport, la garde côtière annonça sa position officielle, présumé perdu en mer. Aucun indice d'acte criminel. Mais pour ceux qui connaissaient les Dubois, cette conclusion semblait temporaire, car rien dans leurs dernières heures ou dans leur cabine n'expliquait ce qui allait suivre. 8 ans plus tard, une unité de patrouille au large de l'île d'YEU enverrait un rapport codé qui rouvrirait l'affaire de manière explosive. Mais pour l'instant, il ne restait que 2 noms sur un manifeste et un silence persistant. 2 août 1987, 15h47. Centre de traitement photo-lumière, La Rochelle. C'était un dimanche après-midi tranquille lorsqu'Henri Lambert, technicien de traitement photo de 63 ans avec des décennies d'expérience, remarqua quelque chose d'étrange. Il développait des pellicules soumises par la compagnie de croisière Éclat de l'Océan, principalement des appareils jetables de touristes. Mais une bande de négatifs attira son attention, seulement 3 images, faiblement éclairées, légèrement sous-exposées, probablement prises à l'intérieur. L'enveloppe portait une inscription manuscrite, cabine 7B, rouleau 3, développement sur demande. Henri observa à travers sa loupe. Photo 1, Étienne Dubois debout dans la cabine près de la porte du balcon, l'expression indéchiffrable. La main de Claire repose légèrement sur son épaule, comme pour poser, mais sans sourire. Photo 2, un couloir vide, sombre, photographié depuis l'intérieur de la cabine vers le couloir principal. Une ombre dans le coin gauche, indistincte, humaine ou objet. Photo 3, un selfie dans le miroir. Les 2 Dubois visibles, flous, à un angle étrange, mais derrière eux, à peine discernable, une silhouette. Elle ne correspondait à aucun des 2. Les mains d'Henri tremblèrent légèrement en accrochant les photos pour sécher. Il avait vu toutes sortes d'images de vacances étranges dans sa carrière, mais celle-ci le troublait. Il mit les photos de côté pour les enregistrer et les envoyer à la compagnie de croisière. Elles ne furent jamais récupérées. Tuyau anonyme. 11 août 1987, 18h02. Commissariat d'Angoulême, division des personnes disparues. L'enquêtrice Isabelle Fournier, chargée de l'affaire Dubois, reçut une enveloppe non marquée dans sa boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, pas d'empreinte.
À l'intérieur, une photocopie de la troisième photo, celle du miroir. En bas, écrit au stylo, regardez de plus près. Il n'était pas seul. L'original était toujours dans l'épreuve, donc cette photocopie n'aurait pas dû exister. Elle la fit examiner par un analyste photographique. L'analyste nota, la silhouette dans le miroir semble trop grande pour être normale. L'angle suggère que la photo a été prise dans la salle de bain, mais le miroir reflète plus que l'intérieur ne le devrait. Possible distorsion lumineuse ou double exposition, mais aucun défaut de l'appareil n'a été détecté sur le rouleau. Isabelle garda la photo dans son tiroir, loin des rapports officiels. Elle n'était pas superstitieuse, mais un malaise persistait. Fin août, l'affaire Dubois s'effaça presque de l'attention publique. Pas de suspect, pas de mobile, pas de reste. Mais dans une enveloppe Manila dans une salle d'épreuve froide, 3 photographies attendaient, non réclamées, inexplicables. Des photos d'un couple qui avait disparu sans raison et une image suggérant qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs derniers instants. 24 août 1987, 11h03. Angoulême, Charente, maison d'Antoine Dubois. Plus d'un mois après la disparition d'Étienne et Claire, Antoine n'avait presque pas dormi. Ses journées étaient remplies de reporters, d'appels d'enquêteurs et de formulaires sans fin. Mais rien ne l'obsédait autant que la lettre trouvée entre 2 manuels médicaux dans le bureau d'Étienne. Écrite sur du papier couleur crème, soigneusement pliée, jamais scellée, jamais envoyée, elle était adressée à Dr. Bernard Lefebvre, un chercheur controversé de Bordeaux qui avait collaboré avec Étienne sur une étude de stimulation neurocardiaque. La lettre disait: Bernard, s'il m'arrive quelque chose pendant ce voyage, tu sauras où chercher. Tu m'as averti qu'il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir, mais j'en ai ouvert une. Et elle aussi. Ne crois pas ce qu'ils diront. Le dossier n'est pas dans mon bureau. Il est là où nous nous sommes rencontrés la première fois. Sous la plaque. Même clé. S'il est encore là, brûle-le. Antoine fixa la signature. C'était sans aucun doute celle de son frère, mais il n'en comprenait pas le sens. Le chercheur. 3 septembre 1987, 13h19. Bordeaux, Gironde, bureau de Dr. Bernard Lefebvre. Isabelle Fournier se rendit à Bordeaux avec une copie de la lettre. Bernard Lefebvre, 58 ans, mince, tendu, doigt taché de nicotine, lut la lettre sans un mot. Puis il verrouilla la porte de son bureau. Je lui avais dit il y a 2 ans de ne pas s'impliquer. Il y avait des conférences, des essais cliniques menés par des hôpitaux fantômes. Ils utilisaient des navires de croisière pour des tests non réglementés. Isabelle fronça les sourcils. Des tests de quoi? Bernard soupira. Des suppresseurs cognitifs, des déclencheurs environnementaux, des altérations sensorielles. Nous étudions comment les environnements influencent les décisions. Mais certains projets ont dépassé les limites éthiques. Étienne a dû découvrir quelque chose. Il traversa la pièce et souleva une petite plaque de cuivre sur le mur, principe premier en pratique, fondé en 1978. Derrière, un espace creux, vide. Il avait raison, dit-il. C'est parti. Un nom émerge. Isabelle insista. Bernard finit par donner un nom, Dr Minh Laurent, un neurologue franco-vietnamien, ancien contractant du laboratoire de recherche biomédicale de défense. Il avait disparu en 1985, 2 ans avant les Dubois, vu pour la dernière fois à bord d'un cargo à Brest sous contrat pour une étude sur les réponses au stress atmosphérique. Personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. De retour à Angoulême, les soupçons d'Isabelle s'intensifièrent. Dans quoi Étienne et Claire s'étaient-ils embarqués? À l'arrière de son dossier, elle inséra la lettre avec une note, Étienne savait quelque chose. Le voyage était une couverture. Trouvez le dossier original. Mais il faudrait près de 8 ans pour que ce dossier, ou quoi que ce soit d'autre, refasse surface. Et quand cela arriva, ce ne fut pas d'un informateur, d'un chercheur ou d'une agence. Cela vint de la haute mer. 12 septembre 1995,
6h42. Baie de Biscaye, 40 milles nautiques à l'ouest de l'île d'Yeu. Le L'Aigle, un cutter de patrouille de la garde côtière française, progressait lentement dans le brouillard matinal. Sous-officier Luc Moreau, un marin expérimenté avec plus de 2 décennies en mer, surveillait le radar lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. Un navire non enregistré, d'environ 12 à 13 mètres, dérivait vers le nord-est sans activité moteur, sans transpondeur, sans signal de détresse, sans pavillon. Luc alerta la passerelle. La capitaine Élise Garnier ordonna une vérification visuelle immédiate. En 15 minutes, le cutter s'approcha. C'était un yacht de plaisance de classe Soleil d'argent, blanc immaculé, avec un peu de mousse sur la coque, mais intact. Aucun signe de dommage. La plaque d'identification à la poupe avait été retirée. Aucun passager visible à bord. À bord. L'équipe d'abordage trouva le yacht étrangement silencieux. Pas d'oiseaux, pas de vent, pas de bourdonnement de machine. Juste le clapotis doux des vagues contre la fibre de verre. Luc monta en premier, suivi de 2 officiers subalternes. À l'intérieur, la cabine était propre, intacte, presque comme une vitrine. Mais en ouvrant le compartiment de stockage principal, ils trouvèrent 2 sacs en toile, des passeports endommagés par l'eau, plusieurs revues médicales, un stéthoscope gravé du nom et du bois, un conteneur marin scellé étiqueté récupération, archives maritimes, accès niveau DRK uniquement, verrouillé par un lecteur biométrique, et coincé entre les coussins d'un coin salon, une photo d'ISX15. La photo, vieille, décolorée mais sèche, était protégée dans une pochette plastique. Elle montrait Étienne et Claire Dubois sur un quai, probablement avant d'embarquer sur l'éclat de l'océan. Derrière eux, à peine visible, une 3e silhouette, à moitié tournée, à demi cachée, portant un blazer noir, sans visage discernable. Au dos, écrit à la main, « Nous n'avons jamais quitté le navire. » Protocole immédiat. De retour à terre, la garde côtière signala la découverte sous le protocole d'anomalie de niveau 3. Le conteneur biométrique fut transféré à un agent de liaison fédéral. L'affaire Dubois, close en 1992 comme dossier froid, fut rouverte sous la désignation incident R876, disparition civile, matériel classifié récupéré. Isabelle Fournier, désormais à la retraite mais suivant toujours l'affaire en silence, reçut un appel d'un numéro masqué cette nuit-là. La voix dit seulement, « Tu avais raison, mais c'est plus grand que les Dubois. » Puis silence. Le yacht fut saisi. Le conteneur disparut sous la garde fédérale, mais la photo resta, copiée, diffusée. Des murmures à son sujet parvinrent aux oreilles de vieux journalistes, d'anciens contractants, et d'enquêteurs retraités comme Isabelle. Quelque chose était revenu à la surface, mais était-il vraiment parti? Car maintenant, la question n'était plus seulement ce qui était arrivé aux Dubois, mais pourquoi avait-on permis qu'il soit retrouvé? 17 septembre 1995, 10h15. Angoulême, Charente, maison d'Isabelle Fournier. L'ancienne enquêtrice Isabelle Fournier n'avait pas entendu ce nom depuis des années, Dubois. Lorsqu'elle reçut l'appel, elle s'occupait de son petit jardin, la radio diffusant un air de jazz doux, sa vie de retraité se déroulant tranquillement. L'homme au téléphone se présenta comme Adrien Lefebvre, un agent de liaison fédéral avec le département de récupération maritime civile, un titre qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. « Nous souhaitons vous parler de l'affaire Étienne et Claire Dubois, » dit-il. Isabelle se raidit. « C'est un dossier clos, » répondit-elle. « Plus maintenant, » répliqua Adrien. « Nous avons récupéré quelque chose. » Ils convinrent de se rencontrer le lendemain à la bibliothèque municipale de Poitiers, terrain neutre. La rencontre. 18 septembre 1995, 14h07. Bibliothèque de Poitiers, aile des archives. Adrien était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, la trentaine, costume noir impeccable, cravate sobre, et des yeux qui clignaient trop peu. Il portait une mallette métallique et un porte-bloc. « Je ne suis ni du FBI ni de la sécurité intérieure, » déclara-t-il d'emblée. « Je travaille avec une task force formée après l'incident de la Côte Liberté. Nous surveillons les anomalies maritimes,
les événements qui ne correspondent pas aux schémas habituels de disparition. Isabelle se pencha. Comme des navires qui reviennent sans équipage. Exactement, répondit-il. Adrien ouvrit la mallette. À l'intérieur, des scans des objets récupérés sur le yacht à la dérive, la photo des Dubois sur le quai, un fragment de passeport confirmé comme étant celui de Claire, et une transcription partielle d'un journal audio décrypté du conteneur marin. Isabelle retint son souffle. Le journal audio était daté du 24 octobre 1987, 1h42, 3 mois après la disparition signalée des Dubois. La voix d'Étienne, faible, tendue, nous ne savons pas où nous sommes. Les lumières n'ont pas cessé de clignoter depuis hier. Claire entend toujours les sons. Nous avons essayé de faire demi-tour, mais la boussole tourne sans arrêt. Chaque tentative de contacter la garde côtière échoue. C'est comme si nous n'étions plus sur aucune fréquence. Si quelqu'un trouve ceci, dites à nos familles que ce n'était pas des vacances. Puis du bruit statique, et une seconde voix, plus douce. Claire, il ne nous laisse pas partir. Ce n'est pas le navire. C'est en dessous. L'enregistrement s'arrêta. Isabelle repoussa la feuille. Qu'est-ce que c'est? Adrien ne répondit pas immédiatement. Il se pencha et dit, il y en a eu d'autres. Pas beaucoup, mais assez. Isabelle quitta la bibliothèque avec une copie de la transcription et un frisson persistant. Ce qu'elle avait poursuivi en 1987 n'était pas une simple affaire de personnes disparues. Et maintenant, près d'une décennie plus tard, cela refaisait surface avec des implications bien au-delà de la famille Dubois. Car quelque part, dans un coffre verrouillé dans un bâtiment sans nom officiel, quelqu'un avait désormais la preuve que les Dubois avaient survécu au moins 3 mois après leur disparition, et peut-être plus longtemps. 3 octobre 1995, 18h21. Bibliothèque médicale de l'Université de Bordeaux, salle des manuscrits restreints. Isabelle ne s'arrêta pas après l'entretien avec Adrien. Au contraire, cela raviva son sens du devoir. Elle se rappela qu'Étienne Dubois avait autrefois collaboré avec une neurologue, Dr Evelyne Caron, experte en dégénérescence cognitive sous conditions de privation sensorielle. Elle faisait partie de son groupe de recherche dans les années 70. Après 3 jours d'appel, Isabelle obtint un accès limité aux notes archivées d'Evelyne sous stricte supervision. La boîte 14A contenait les derniers travaux documentés d'Étienne avant sa disparition. À l'intérieur, 4 entrées manuscrites dans un journal, 2 diagrammes annotés de cartes des nerfs crâniens, et une enveloppe scellée marquée ne pas publier, détruire après lecture. Isabelle ignora l'avertissement. Les entrées, l'écriture était tremblante mais claire, chaque entrée plus désordonnée que la précédente. Entrée 1, 13 mai 1987, notre compréhension de l'impact des stimuli externes sur la clarté neurale est erronée. L'isolement ne se contente pas d'altérer, il reconfigure. Une exposition prolongée au silence, à la désorientation et au déséquilibre sensoriel entraîne plus que des hallucinations. Cela permet la suggestion. Entrée 2, 26 mai 1987, l'étude sur la croisière pourrait être compromise. Les passagers rapportent le même rêve. Une structure sous l'eau, un son pulsant. Claire l'a entendu hier soir. Elle ne l'admet pas encore. Entrée 3, 4 juin 1987, si la théorie est correcte, nous n'observons pas une dégradation. Nous observons une transmission. Et si l'océan n'était pas vide? Et s'il diffusait? Entrée 4, 28 juin 1987, nous sommes observés, pas par l'équipage, pas par les autres passagers, mais par l'espace lui-même. Nous sommes dans une boucle fermée, une simulation de contrôle. Mais autre chose possède le courant. L'enveloppe. Isabelle ouvrit la note scellée. À l'intérieur, un message court, non signé, mais clairement de l'écriture d'Étienne, à celui qui trouve ceci, vous n'étiez pas censé savoir. La mère n'oublie pas. Et ce qu'elle retient, elle ne le rend que lorsqu'elle a fini d'observer. Il y avait aussi un petit dessin, un croquis grossier d'un paquebot et quelque chose en dessous, une silhouette, massive, organique, tentaculaire, sans visage.
Isabelle reposa le papier et murmura, « Que as-tu trouvé là-bas, Étienne ?» Cette nuit-là, Isabelle scanna les notes et en envoya une copie à un ancien contact journaliste à Paris. Elle n'inclut aucune explication, juste une phrase, « S'il m'arrive quelque chose, suivez le nom Projet Pointe-Marine. » Car maintenant, elle croyait que les Dubois n'étaient pas simplement perdus en mer. Ils avaient dérivé vers quelque chose qui observait, apprenait et attendait. Et pour une raison quelconque, en 1995, cela avait décidé de rendre une partie de ce qu'il avait pris. 6 octobre 1995, 20h12. Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, maison de l'officier retraité Marcel Dupont. Isabelle Fournier n'arriva pas sans prévenir. Elle avait retrouvé Marcel Dupont via les registres de retraite de la garde côtière, filtrés par les dates de service près de l'île d'YEU, et confirmés par une photo floue de la récupération du yacht en 1995. L'homme à peine visible dans le cadre était sous-officier Marcel Dupont. Il avait pris sa retraite brutalement début 1996, invoquant des problèmes de santé, quelques mois après la découverte du yacht des Dubois. Maintenant, près d'une décennie plus tard, il ouvrit la porte avec une réticence évidente. « Vous êtes là pour les Dubois ?» dit-il avant même qu'elle ne se présente. Isabelle hocha simplement la tête. La conversation. Marcel resta silencieux longtemps après s'être servi un verre de Pinot des Charentes. Il ne le but pas, le tenant simplement. « Je vais le regretter », murmura-t-il. Puis il commença. « Nous n'étions pas censés ramener ce bateau à terre. Le protocole aurait été de le marquer, d'enregistrer ses coordonnées et de laisser un contractant de récupération s'en occuper. Mais votre équipe l'a abordé, dit Isabelle. Parce qu'on nous l'a ordonné, répondit Marcel. Nous avons reçu un appel ce matin-là d'un contact du ministère. Il a dit qu'il y aurait un navire, sans balise de détresse, sans immatriculation, et si nous le trouvions, nous devions le récupérer et le transférer intact à un quai privé à Lorient. Il se pencha, baissant la voix. Mais ce n'était pas le seul appel. Le deuxième appel. Quelques heures après le premier contact, Marcel affirma qu'un autre canal s'était activé. Pas d'indicatif, pas d'origine traçable. La voix dit, « Si le nom Dubois est trouvé, vous n'avez pas trouvé le bateau. » Marcel marqua une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. « Mais nous avons trouvé le nom, sur des outils médicaux, des livres, et sur cette maudite photo. » « L'avez-vous signalé ?» demanda Isabelle. « Non, car 3 heures plus tard, l'un de mes hommes, le matelot Théo Lemoine, a eu une crise. Aucun antécédent. Il a dit avoir entendu un bourdonnement sous le pont, quelque chose qui faisait mal aux dents et larmoyait les yeux. » Isabelle cligna des yeux. « Va-t-il bien ? » Il n'a jamais récupéré. Retraité le même mois. J'ai essayé de rédiger un rapport, mais il a disparu en révision. J'ai posé des questions, on m'a convoqué à une réunion avec 2 types en costume que je n'avais jamais vus. Ils ont dit que si je tenais à ma pension, je me taisais. L'objet qu'ils devaient ignorer. Avant de remorquer le yacht, Marcel dit qu'ils virent quelque chose d'étrange scellé dans la paroi près de la tête de lit du bateau. Une trappe, rétro-installée, comme si quelqu'un l'avait soudée de l'intérieur, sans poignée. Isabelle fronça les sourcils. A-t-elle été ouverte? Non, on nous a interdit d'y toucher. J'ai posé la question pendant le déchargement. L'un des agents fédéraux a dit, ce n'est pas pour le personnel de surface. Marcel prit enfin une gorgée de son verre et regarda par la fenêtre. J'ai abordé des épaves, récupéré des corps, vu un homme brûlé dans une explosion de carburant. Mais ce bateau, il donnait l'impression de vouloir être laissé tranquille. Isabelle se leva, glissant discrètement son enregistreur dans sa poche. En partant, Marcel ajouta, ce n'était jamais à propos des gens, inspectrice. C'était à propos de ce qu'ils ont ramené. 8 octobre 1995, 15h44. Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques. Clinique psychiatrique de la Côte Basque, établissement fermé. Isabelle Fournier se tenait devant la grille rouillée de ce qui avait été la clinique de la Côte Basque,
un petit établissement psychiatrique privé opéré discrètement à la pointe sud de Saint-Jean-de-Luz. Elle avait fermé en 1990, officiellement pour manque de financement. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Un contact au sein des archives médicales avait signalé quelque chose d'étrange, un dossier patient admis sous l'alias et Dubois en décembre 1987, 5 mois après la disparition des Dubois. Et le médecin traitant, Dr. Richard Moreau, un neurologue lié à un groupe de recherche aujourd'hui disparu appelé Horizon Mer. Entrée refusée. La clinique était verrouillée et envahie par la végétation. Isabelle obtint l'accès via une demande d'inspection immobilière auprès de la mairie. Elle entra par une fenêtre latérale, lampe torche perçant toile d'araignée et poussière. Les armoires de dossiers étaient éventrées, mais le sous-sol, aux carreaux moisis et murs effondrés, conservait encore ses archives médicales intactes. Elle trouva ce qu'elle cherchait dans la pièce B3, un registre noir avec une étiquette décolorée, suivi interne, transfert Horizon Mer, 1986 à 1989. À l'intérieur, chaque patient était désigné par des initiales et des dates, mais une entrée se démarqua, accent aigu D, admis décembre 1987. Symptômes à l'admission, épisodes non-verbaux, sensibilité aux sons ambiants, murmures en séquence morse, dessine un motif circulaire répétitif avec des marques de trappe interne. Note d'incident 10388, patient a déclenché l'alarme incendie à 3h14, criant « c'est sous le plancher ». Aucun échange verbal préalable. Plus bas, une note manuscrite ajoutée des mois plus tard, patient transféré vers un établissement du Nord. Inapte aux soins standards. Ordre requis par C.D. Dubois. Isabelle se figea. C.D. Dubois. Célestine Dubois, la sœur d'Étienne. Un nom absent de tous les registres précédents. Un lien fantôme. Une note cachée. Glissée à l'arrière du registre, une page pliée, non rattachée à un dossier patient. Écrite au crayon par une infirmière non identifiée, ils nous ont dit qu'il était juste délirant. Mais aucun de nous n'avait vu quelqu'un dessiner les yeux fermés, toujours la même forme. Et le son qu'il faisait, il ne s'arrêtait pas quand il dormait. Il pulsait comme un sonar, comme si quelque chose répondait. Dans sa voiture, Isabelle posa le registre sur le siège passager et consulta ses notes. Si Étienne Dubois était vivant en décembre 1987, des mois après sa disparition déclarée, quelqu'un avait orchestré plus qu'une dissimulation. Quelqu'un l'avait redirigé, effacé d'un système, et placé dans un autre. Elle entoura un nouveau nom sur son carnet, Célestine Dubois. Dernière résidence connue, Bordeaux, Gironde. 11 octobre 1995, 13h27. Bordeaux, Gironde. Résidence Tour des Pins, appartement 7B. Isabelle se tenait devant une porte d'appartement décolorée au 7e étage d'une tour vieillissante. Elle avait retrouvé Célestine Dubois, la seule sœur connue d'Étienne, grâce à d'anciens registres fiscaux, un annuaire d'anciens élèves de l'université de Bordeaux vieux de plusieurs décennies, et une facture de service public de 1994 qui n'avait pas été transférée ni annulée. La porte s'ouvrit après le troisième coup. Une femme d'une soixantaine d'années, mince, cheveux gris tirés en une tresse lâche, cligna des yeux à travers d'épaisses lunettes. « Célestine Dubois » demanda Isabelle. La femme ne confirma pas, mais ne ferma pas la porte non plus. « Je suis ici pour votre frère. » La réaction fut immédiate. Célestine s'écarta. Pas de question, pas de présentation, juste une phrase. Je me demandais quand quelqu'un viendrait enfin demander ce que je savais. À l'intérieur, l'appartement était tapissé de livres, de dossiers et de cartes. Des coupures de presse recouvraient un mur entier. Au centre, une photo usée d'Étienne éclaire sur un quai de marina, cheveux au vent, souriant. J'étais censé recevoir une lettre à sa mort, mais elle n'est jamais arrivée. Juste des rumeurs. Puis, en 1988, j'ai reçu un appel d'un homme qui n'a pas donné son nom. Il a dit qu'Étienne était vivant, mais plus le même. Isabelle demanda si elle avait revu son frère. Une fois, de loin. Ils m'ont laissé l'observer pendant un transfert d'un établissement privé à une camionnette fédérale.
Il ne m'a pas vu. Où était-ce? Une clinique près de Limoges. Le nom a été effacé du bâtiment quand j'y suis retourné, mais je me souviens du son. Isabelle fronça les sourcils. Le son? Célestine leva les yeux. Ça venait de lui, comme s'il respirait dans un rythme différent, comme si ses poumons avaient appris une langue que nous ne parlons pas. Les dessins. Célestine tendit à Isabelle une boîte. À l'intérieur, des dizaines de croquis, tous réalisés par Étienne. Certains envoyés anonymement par la poste, d'autres laissés à sa porte sans explication. Chacun montrait un motif récurrent, une structure sous les vagues, des tours s'élevant et s'effondrant, des câbles, des yeux sans visage, et toujours la même phrase griffonnée dans le coin de chaque dessin, il entend. Isabelle feuilleta lentement, un frisson lui parcourant l'échine. Ils sont arrivés après sa disparition, dit Célestine. Tous, de 1989 à 1992. Puis plus rien. Avant qu'Isabelle ne parte, Célestine lui tendit un dernier objet, une cassette encore scellée. L'homme qui m'a appelé me l'a envoyée aussi. Il m'a dit de ne jamais la jouer près d'une radio. Isabelle prit la cassette avec précaution. En regagnant l'air froid de Bordeaux, elle comprit quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas seulement d'un couple porté disparu ou d'un bateau coulé. C'était une fréquence, une mémoire que l'océan avait refusé d'ensevelir. Et maintenant, elle bourdonnait à nouveau. 12 octobre 1995, 18h03. La Rochelle, Charente-Maritime. Laboratoire sonore privé, quartier du Gabu. Isabelle Fournier ne faisait pas confiance à une lecture standard. L'avertissement de Célestine Dubois l'avait marqué, ne jamais la jouer près d'une radio. Quoi que cela signifiait, Isabelle ne voulait prendre aucun risque. Elle apporta la cassette à une ancienne technicienne sonore qu'elle connaissait d'une affaire précédente, Carmen Vega, une analyste médico-légale à la retraite qui avait travaillé pour le Bureau national de la sécurité des transports. Le laboratoire était caché derrière un atelier de réparation, blindé, analogique, sécurisé. Carmen examina la cassette comme une relique. Pas de marquage, pas d'étiquette, pas de corrosion. Celui qui a conservé ceci savait ce qu'il faisait, murmura-t-elle. Isabelle hocha la tête. Peux-tu l'isoler? Pas de connexion sans fil, pas de cloud. Carmen sourit. Bienvenue dans le dernier labo analogique de La Rochelle. Elle inséra la cassette dans un magnétophone restauré et appuya sur lecture. Le son. D'abord, rien que du bruit statique. Puis un bourdonnement grave, pas rythmique, pas musical, plus comme une respiration. Humide. Creux, mécanique et humain à la fois. La main de Carmen plana au-dessus du volume. Puis vint le murmure. Pas de mots, mais une forme. Une boucle montant, descendant, plongeant sous des fréquences presque inaudibles. Isabelle se pencha plus près. Est-ce du morse? Carmen se figea. C'est trop fluide, trop courbé. Le morse, c'est des points et des tirets. Ça, c'est liquide. Elle afficha une vue spectrale sur son moniteur. Là, enfoui sous la forme d'onde, un motif visuel se répétant toutes les 4,7 secondes. Une spirale. Ce que la cassette cachait. Carmen appliqua une série de filtres, isoler les tons aigus, aplatir le bruit de fond, inverser le spectre audio. Puis une voix, masculine, humaine, déformée mais claire, nous sommes restés sous l'eau trop longtemps. L'écho est permanent. Elle voit avec son souffle. Dites assez de ne pas répondre si elle entend le bourdonnement. Dites-lui que je ne suis plus moi. Puis du bruit statique, puis le silence. Isabelle s'adossa, stupéfaite. Carmen retira les écouteurs et murmura, cette voix n'a pas été enregistrée par un micro. Elle a été transmise, comme un message extrait d'un signal en boucle, mais elle est sur cette cassette depuis des années. Les métadonnées. Carmen effectua un dernier test, examinant l'alignement magnétique de la cassette. Ce qu'elle trouva était impossible. L'enregistrement était daté de décembre 1990,
mais le motif du signal à l'intérieur n'avait été développé qu'en 1993, une technique de modulation utilisée dans les tests sonars en haute mer. Cela signifiait, dit-elle en regardant Isabelle avec incrédulité, que la voix avait été insérée après que la cassette fut scellée. Quelqu'un avait injecté le message des années après la fabrication de la cassette sans jamais l'ouvrir. En regagnant la rue, le froid du vent du soir ne rivalisait pas avec celui qui lui parcourait l'échine. Isabelle serra la cassette dans la poche de son manteau, son poids désormais incroyablement plus lourd. Un message, un écho, une mémoire trop profonde pour être noyée. Et une phrase tournait en boucle dans sa tête, « Dites-lui que je ne suis plus moi ». 14 octobre 1995, 10h46. Archives maritimes nationales, Brest, Finistère. Isabelle avait épuisé toutes les pistes évidentes, alors elle se tourna vers l'origine de tout, le navire lui-même. L'éclat de l'océan, immatriculé à Horta, Açores, avait soi-disant été mis hors service en 1988, l'année suivant la disparition d'Étienne et Claire Dubois. Les registres officiels indiquaient qu'il avait été désarmé, vendu et démantelé à Saint-Nazaire. Mais lorsqu'Isabelle demanda les manifestes d'archives, les journaux de navigation et les documents de désarmement via un contact aux archives maritimes nationales, ce qui lui parvint ne concordait pas. Le registre de l'éclat de l'océan présentait deux problèmes majeurs. Premièrement, le manifeste du dernier voyage, daté du 6 juillet 1987, était vierge. Deuxièmement, la documentation de navigation contenait un identifiant de navire qui ne correspondait à aucun numéro de coque enregistré. Page fantôme. On remit à Isabelle le registre papier, un volume épais d'activités officielles des navires couvrant le milieu des années 80. En le feuilletant, elle trouva le dossier de l'éclat de l'océan. Les journaux des passagers de mai et juin 1987 étaient présents, soigneusement dactylographiés. Puis juillet 1987, manquant. Le journal sautait directement du 29 juin au 2 août, omettant la semaine exacte où Étienne et Claire étaient montés à bord. Une note manuscrite était griffonnée dans la marge, classée sous DNC, disparition non conventionnelle, selon directive de sécurité. Isabelle n'avait jamais entendu parler de DNC auparavant. Elle le nota pour plus tard. Le navire qui n'a pas été démantelé. En creusant plus loin, elle contacta l'autorité portuaire de Saint-Nazaire, qui gère les opérations de démantèlement. Un officier répondit dans les heures qui suivirent, « L'éclat de l'océan n'est pas dans nos registres pour 1988. » Le navire avec cet identifiant a été rerouté en 1989 et n'est jamais arrivé pour le démantèlement. Dernier signal connu d'une balise de surveillance côtière dans l'Atlantique Sud. Puis perte de signal. Isabelle fronça les sourcils. Vous dites que le navire a simplement disparu? L'officier haussa les épaules au téléphone. Des choses plus étranges sont arrivées. Certains navires se mettent hors radar intentionnellement. D'autres sont signalés. Certains sont renommés, repeints et réutilisés. Elle demanda s'ils avaient les données du signal. Ils lui envoyèrent un journal de signal brut, une brève réflexion sonar datée du 18 mars 1989, montrant un grand navire près de l'archipel des Açores, l'un des endroits les plus reculés de la Terre. Mais ce qui stupéfia Isabelle fut la notation, pas de transpondeur. Signature inconnue. Objet stationnaire pendant 7 heures avant de disparaître du scan. Aucune confirmation visuelle. Vérification croisée OSD. À Brest, Isabelle Fournier consulta les dossiers d'incidents maritimes marqués du label DNC, disparition non conventionnelle. Seuls 5 existaient entre 1980 et 1995. 3 concernaient des disparitions en mer sans débris. 2 impliquaient des croiseurs militaires redirigés en pleine mission pour des protocoles non divulgués, mais tous partageaient un point commun, un ou plusieurs passagers réapparaissaient plus tard sous des identités différentes, sans aucun souvenir du voyage. Isabelle était dans la salle de lecture des archives, entourée de volumes de documents estampillés et caviardés. Le navire, supposément démantelé, n'avait jamais été détruit. Son dernier voyage n'avait jamais été consigné. Et certains de ses passagers, du moins, avaient refait surface, transformés.
Elle referma lentement les dossiers et murmura, ce n'était jamais à propos du bateau. C'était à propos de ceux qui les attendaient. Hors course. 16 octobre 1995, 15h52. Port de Lorient, Morbihan, quartier des retraités. Isabelle avait suivi un nom enfoui dans un rapport DNC restreint, commandant Bruno Garnier, ancien plongeur de récupération en haute mer de la Marine nationale, démobilisé honorablement en 1990 après un incident classé comme instabilité psychologique suite à un stress opérationnel. Il vivait désormais dans une modeste maison mobile près d'une marina, reclus, avec un uniforme à demi brûlé et des rideaux occultants à chaque fenêtre. Isabelle frappa une fois. Une voix lança de l'intérieur, déjà consciente, vous n'êtes pas de la garde côtière, et vous n'êtes pas là pour parler de pêche. Elle entra. Ça sentait le sel et le vernis. Des photos d'épaves sous-marines tapissaient les murs, sans étiquette. Une image se démarquait, un couloir de navire submergé dans une brume bleu-vert étrange. Au centre, un homme en combinaison de plongée, bras écartés, figé en plein pas. Isabelle pointa l'image. C'est l'éclat de l'océan ? Bruno ne répondit pas directement, se contentant de dire, je suis descendu plus bas qu'on ne l'aurait dû, et je suis revenu avec quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Un cri dans ma tête qui ne s'arrête jamais. La plongée. Bruno décrivit l'opération de 1989, une mission de récupération secrète à 200 000 au sud-ouest des Açores. La marine avait capté un signal mort depuis longtemps. Pas de transpondeur, pas de pavillon, mais les dimensions correspondaient à celles de l'éclat de l'océan. Son équipe fut déployée pour une étude préliminaire. Le navire était intact. Pas de brèche dans la coque, pas de brûlure. Il semblait avoir été posé là. Pas de dérive, pas de traînée, juste en attente. À l'intérieur, ils trouvèrent des portes scellées, des plaques nominatives corrodées, des meubles encore fixés, pas de corps, mais autre chose. Des dessins sur les murs, ensuite, en sang. Tous les miroirs étaient brisés, et dans le congélateur de la cuisine, quelqu'un avait gravé dans le métal, ne répond pas à la voix dans le couloir. L'incident. Le troisième jour, un coéquipier de Bruno, lieutenant Roland, commença à agir de manière erratique. Il prétendait entendre de la musique, voir une femme arpenter les escaliers, disait avoir vu les passagers dans la salle à manger. Roland disparut lors de la 4e plongée. Aucun signe de lui ne fut retrouvé. L'équipe fut rappelée, débriefée, les dossiers scellés. Ils ont dit qu'on avait halluciné, que la narcose à l'azote expliquait nos récits, mais j'ai gardé le scan sonar, dit Bruno. Il sortit une boîte métallique de sous le plancher et l'ouvrit. À l'intérieur, une impression thermique sonar. Sur l'image, une forme humanoïde, sans équipement, debout dans la salle de bal du navire, tête inclinée, bras légèrement levés, visage vide. Daté du 18 mars 1989, 2h23. Le message qu'il n'a jamais envoyé. Avant qu'elle ne parte, Bruno tendit à Isabelle une enveloppe scellée. Je l'ai écrit en 91. Je voulais l'envoyer à un député. Je ne l'ai jamais fait. Peut-être que vous saurez quoi en faire. À l'intérieur, une carte dessinée à la main du trajet connu de l'éclat de l'océan, avec un point d'anomalie marqué d'un X rouge. À côté, une note, quelque chose s'est ouvert sous le navire, et ça ne s'est pas refermé quand nous sommes partis. Isabelle se tenait dehors alors que le soleil plongeait dans l'océan. La marine avait enterré l'éclat de l'océan, non pas parce qu'il était perdu, mais parce que quelque chose avait été trouvé à bord, et personne ne voulait qu'il remonte à la surface. Dans sa main, l'impression sonar vibrait comme un avertissement. Quelqu'un était sur ce navire, et il ne figurait pas sur le manifeste. 19 octobre 1995, 11h31. Angoulême, Charente, archives de la Maison Dubois. Isabelle revisita les dossiers originaux de l'affaire Dubois. Elle voulait trouver quelque chose négligé, quelque chose absent des rapports officiels. La boîte de stockage contenant leurs effets personnels était usée, couverte de poussière, étiquetée simplement et c'est Dubois, 1987. À l'intérieur, les objets habituels, billets d'embarquement,
copie de la réservation de cabine, relevé de carte bancaire, licence médicale. Mais glissée entre deux pages pliées du journal de voyage d'Étienne, elle trouva un second billet de croisière presque identique, écrit à la main, non imprimé. Le nom était Voile. Il portait le même numéro de cabine, 7B, mais pas d'enregistrement numérique, pas de traces de paiement, pas de passeport, juste un nom griffonné à l'encre et une place attribuée au dîner de gala du capitaine. Isabelle passa le nom dans toutes les bases de données, aucun résultat, aucun alias connu, aucun proche, aucune licence, aucune trace. Pourtant, selon le plan de table de ce soir-là, récupéré des semaines après la disparition des Dubois, il y avait bien une troisième chaise à leur table, marquée réservée voile. Entretien avec le photographe de l'équipage. Isabelle retrouva Alain Dupont, aujourd'hui 71 ans, qui avait travaillé comme photographe à bord de l'Éclat de l'Océan en 1987. Il se souvenait bien des Dubois. Ils étaient gentils, discrets, polis, mais ils n'aimaient pas être sous les projecteurs, dit-il. Lorsqu'elle mentionna le troisième invité, Voile, il marqua une pause, puis hocha lentement la tête. Je me souviens de quelqu'un. Grand, pâle, portait des gants tout le temps. Il ne se faisait jamais photographier. Il restait là, toujours à la lisière de la lumière. Isabelle lui montra la photocopie de l'image du miroir, celle avec la silhouette derrière les Dubois. Le visage d'Alain blêmit. C'est lui. C'est Voile. Anomalie du manifeste. En recoupant la liste de l'équipage avec le registre des invités, Isabelle trouva une autre irrégularité. Un steward nommé Gilles Arnaud était assigné à la cabine 7B, mais il avait déposé une plainte officielle 3 jours avant la disparition. Je ne crois pas que cet homme soit un passager enregistré. Il ne parle pas. Il apparaît à la fenêtre quand je passe, même à 3 heures du matin. Quelque chose ne va pas dans cette cabine. La plainte était signée. 2 jours plus tard, Gilles lui-même disparut. Entrée officielle au journal, présumé tombé par-dessus bord. Aucun corps retrouvé. Isabelle nota un nouveau nom sur son tableau, Voile. Dernière observation connue, 9 juillet 1987, assis à côté des Dubois, disparu avec eux. Non répertorié, non payé, mais présent. Puis, en dessous, elle écrivit, et si les Dubois n'étaient pas les seuls à avoir disparu, mais les seuls que nous ayons remarqués. 21 octobre 1995, 21h12. Motel du Quai, Brest, Finistère. Isabelle joua la cassette de la boîte de Célestine Dubois pour la 3e fois. La bande, déformée et pleine de parasites, portait seulement une marque, un X noir. Elle l'avait transféré en numérique pour préserver le son. Pas d'introduction, juste le clic d'un enregistreur et la profonde inspiration d'un homme prêt à confesser. Si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas pu le contenir. Je m'appelle Étienne Dubois. La voix était rauque, mais indéniablement celle d'Étienne. Isabelle mit l'audio en pause, le cœur battant. Étienne était présumé mort depuis 8 ans. Et pourtant, il parlait, nerveusement mais clairement, dans un enregistreur. Elle relança la lecture. La croisière et le passager. Nous sommes montés à bord de l'Éclat de l'Océan sous nos vrais noms. Claire insistait. Elle disait que si nous prenions une pause loin de la folie de l'hôpital, il fallait le faire honnêtement. Les 2 premiers jours étaient parfaits. La brise marine, pas de dossiers médicaux à lire, pas de patient, juste son rire. Puis l'homme est arrivé. Il s'est assis en face de nous au dîner. Il a dit s'appeler Voile. Il ne serrait pas les mains. Il clignait peu des yeux. Et il savait des choses sur nous. Des détails de notre passé que nous n'avions jamais dit à voix haute. Claire disait qu'il lui donnait des cauchemars, qu'elle rêvait d'un couloir sans fin. Le basculement de la réalité. Au 4e jour, le navire avait changé. Les murs semblaient plus étroits. Les miroirs s'embuaient même secs. Des voix résonnaient sans personne autour. Les membres d'équipage murmuraient des pannes de moteur, des retards temporels. Une nuit, nous nous sommes réveillés en pleine nuit.
Notre horloge indiquait 2h08, mais celle du couloir montrait 4h13. Dehors, l'obscurité, mais pas la nuit. Pas d'étoiles, pas de lune, juste un gris terne, comme sous l'eau. Et Voile était dans le couloir, observant. Toujours observant. Ce qu'il a vu en bas. Les ponts inférieurs étaient scellés, mais j'ai trouvé une trappe ouverte près du couloir de service de la cuisine. Je suis descendu seul. Le corridor n'avait pas de lumière, mais je voyais. Je ne sais pas comment, mais je voyais des formes. J'ai atteint une salle, circulaire, métallique, respirant comme un poumon. Au centre, un pilier d'eau suspendu, tournant lentement. À l'intérieur, une silhouette. Elle m'a vu. Sans yeux, elle m'a vu. Et elle a dit quelque chose, pas avec des mots, avec une gravité, une pression. Elle a dit, tu étais destiné à me trouver. Les dernières heures. Claire voulait quitter le navire, mais il était trop tard. Nous étions loin au-delà de la route habituelle. Les moteurs disaient que nous étions immobiles, mais les vagues s'écrasaient. Les étoiles ne bougeaient pas. Voile est venu à notre porte cette nuit-là. Il a frappé une fois, puis murmuré, un seul d'entre vous part. Elle a crié. Je l'ai combattu. Mais quand je me suis réveillé, le navire était vide. Pas d'équipage, pas de passagers, juste moi. Et le son, grave, constant, comme l'océan respirant dans mon crâne. J'ai trouvé un canot de sauvetage. J'ai dérivé pendant des jours, puis j'ai été récupéré par un navire sans pavillon. Ils m'ont nourri, n'ont posé aucune question, m'ont laissé près de Belle-Île. Je me cache depuis. Si vous trouvez ceci, dites à Célestine que je suis désolé. Dites-lui que l'océan a pris plus que nos os. Il a pris nos noms. Clic et silence. Isabelle resta immobile plusieurs minutes. La cassette n'avait ni horodatage, ni adresse de retour, ni preuve. Pourtant, chaque mot correspondait à ce qu'elle avait trouvé. L'éclat de l'océan n'avait pas simplement disparu. Il avait absorbé la vérité et renvoyé un homme pour la raconter. 23 octobre 1995, 6h42. Poste de la garde côtière, Lorient, Morbihan. Isabelle se tenait dans un hangar éclairé par une grille de lampes halogènes. Devant elle, un vestige squelettique d'une coque de navire, tordue, tachée de sel, incomplète. Elle avait été récupérée 7 ans plus tôt au large de Belle-Île par un chalutier de haute mer. À l'époque, aucun signe d'identification n'était visible, pas de pavillon, pas de numéro de série, pas de nom, jusqu'à ce qu'un technicien sonar, en nettoyant les débris, trouve une plaque corrodée coincée dans la structure de la quille. Des initiales à peine lisibles, EO 8714. Il fallut des années, mais elles finirent par correspondre, éclat de l'océan, navire de croisière disparu en juillet 1987. Le dossier de récupération de 1993. L'épave avait été retrouvée en 1993, près de 6 ans après la disparition des Dubois, et transférée discrètement à un avant-poste de la garde côtière, considéré comme un cargo non documenté. Personne ne l'avait relié à un paquebot de croisière. La corrosion structurelle avait altéré la coque au-delà de l'identification visuelle. Mais en ouvrant la boîte 04R, Isabelle trouva une enveloppe scellée marquée classifiée, non accessible aux civils. À l'intérieur, 4 polaroïdes. Le premier montrait la coque depuis le haut, le côté tribord fendu comme s'il avait été ouvert de l'intérieur. Le deuxième, une salle à manger partiellement intacte, des assiettes encore sur les tables, l'une avec de la nourriture intacte, préservée dans un vide d'eau salée et de pression. Le troisième, un canot de sauvetage, toujours amarré à son portique, intact. Et le quatrième, une porte de casier d'équipage entr'ouverte, à l'intérieur un uniforme soigneusement plié avec une étiquette, voile. Isabelle retint son souffle. Ils avaient récupéré le navire. Ils l'avaient catalogué. Ils avaient vu le nom. Et pourtant, le dossier était marqué aucune correspondance. Omission intentionnelle. Silence délibéré. Preuve en stockage.
Un technicien nommé Clément Allard faisait partie de l'équipe de récupération. Isabelle le retrouva travaillant dans un chantier naval à 3 départements de là. Lorsqu'elle mentionna l'épave, son attitude changea. « Je ne devrais pas en parler », murmura-t-il. Elle lui montra la photo de l'étiquette. Clément soupira. Il y avait plus. Il la conduisit à un garage privé derrière sa maison et sortit une caisse usée de sous une bâche. À l'intérieur, un sac plastique scellé étiqueté cabine 7B, enregistreur audio endommagé. « Je n'aurais pas dû le garder, chuchota Théil. Mais les autres avaient peur. Ils disaient que ça bourdonnait. Je ne pouvais pas le jeter. Isabelle souleva l'enregistreur, un appareil abîmé par l'eau, mais gravé sur le côté en métal rayé, et du bois. De retour au motel cette nuit-là, Isabelle fixa son mur de preuves. Les pièces s'alignaient, épave, confession, étiquette, photographie. Mais il manquait le pourquoi. Pourquoi les Dubois avaient-ils été ciblés? Pourquoi Voile était-il là? Et qu'avait-il vraiment trouvé sous la surface? Quelque chose qui ne voulait pas être remémoré. Isabelle épingla la photo de l'uniforme au centre du tableau. Puis elle entoura le non-voile et écrivit en dessous, « Pas un passager, pas un membre d'équipage ». Alors qu'est-ce qu'il était? 25 octobre 1995, 23h37. Brest, Finistère, chambre de motel d'Isabelle. Isabelle ne dormait pas. Le lecteur de cassette sur sa table de nuit avait été rembobiné et rejoué tant de fois qu'il cliquetait à la fin de chaque boucle comme un métronome marquant une obsession. Mais ce n'était pas la voix d'Étienne qui la tenait éveillée. C'était le son en dessous, faible, subaudible, comme le bourdonnement grave d'une centrale électrique ou quelque chose respirant à travers du métal. Elle isola le son, le mit en boucle, lança une analyse spectrographique via un logiciel emprunté à l'unité audio-médico-légale. C'est alors qu'elle le remarqua, la forme d'onde n'était pas aléatoire. Elle se répétait toutes les 43 secondes. Le motif. Elle fixa l'écran. Le motif pulsait comme un écho sonore lointain. Isabelle le compara aux signatures maritimes, aux bruits de moteur, même aux fréquences des mammifères marins. Aucun résultat. Puis elle se souvint de quelque chose dans les journaux de l'épave de 1993 de la garde côtière, anomalie acoustique basse fréquence détectée au moment de la récupération, rejetée comme réverbération de la coque. Il l'avait entendu aussi et l'avait ignoré. Le dossier de l'Ifremer. Isabelle contacta une ancienne connaissance à l'Ifremer, une analyste sonar nommée Kendra Abbas, qui lui devait une faveur d'une affaire de trafic vieille de plusieurs années. Elle lui envoya la forme d'onde. 1 heure plus tard, Kendra rappela, la voix monocorde, Isabelle, ce signal n'est pas aléatoire. Il est encodé. Encodé comment? Demanda Isabelle. Pensez Y comme un battement de cœur, mais mécanique. Ce n'est pas un appel de détresse. C'est un marqueur de localisation. Isabelle resta silencieuse. Kendra poursuivit, il émet depuis des années, toujours depuis le même secteur au large de la dorsale des Açores, juste sous le seuil sonar. On ne l'entend pas sauf si on écoute les fantômes. La carte. Isabelle déplia une carte de navigation maritime sur sa table. Elle marqua l'emplacement fourni par Kendra et, pour la première fois, remarqua la triangulation. Point A, dernière position connue de l'éclat de l'océan. Point B, site de récupération au large de Belle-Île. Point C, emplacement de l'émission. Les 3 points formaient un triangle équilatéral presque parfait. Au centre, une zone étiquetée fosse non cartographiée. Profondeur estimée, inconnue. Pas d'activité commerciale, pas de passage autorisé. Elle dessina un cercle rouge autour. Puis, sans réfléchir, elle prit l'ancien enregistreur des affaires d'Étienne Dubois. Il était froid, mais vibra légèrement dans sa main, juste une seconde. Isabelle n'avait plus seulement une théorie. Elle avait des coordonnées. Elle avait un signal. Et une question brûlante dans sa poitrine, si tout cela était un accident, pourquoi le son continuait-il d'appeler? Et qui, ou quoi, attendait que quelqu'un l'entende enfin?
Elle éteignit la lumière, s'assit dans le silence, et laissa le bourdonnement remplir la pièce. Car maintenant, ce n'était plus juste un son du passé. C'était une convocation. 27 octobre 1995, 4h21. Eau libre. Navire de surveillance de la Marine nationale, Éco-Triton. Isabelle n'était pas techniquement autorisée à bord. Mais après avoir montré son insigne et invoqué une affaire de disparition de 1987 impliquant 2 médecins français, un officier de la Marine, commandant Lionel Vasseur, accepta de la laisser surveiller les balayages sonars depuis une position sécurisée sous le pont. Il patrouillait dans le secteur 8C, juste à la lisière de la fosse marquée non cartographiée. C'est alors que le signal arriva. Pas des profondeurs, mais de la surface. Le fantôme dans la brume. L'opératrice radar, Matelot Mara Jensen, fut la première à le voir. Un vaisseau apparut sur leur écran à 4h36, à quelques milles nautiques de vent. Pas d'indicatif, pas de transpondeur d'identification, juste une forme, un navire, silencieux, flottant. Ils changèrent immédiatement de cap et s'approchèrent avec prudence. La visibilité chuta alors qu'un brouillard marin, épais et anormal, s'installa. Quand les projecteurs percèrent la brume, la coque apparut. Noircie, déformée, mais reconnaissable. La peinture encore visible en lettres corrodées, éclat de l'océan. Premier abordage. Le commandant Vasseur ordonna à une équipe de drones d'inspecter le pont avant que quiconque ne pose le pied à bord. Les images étaient granuleuses, mais claires. Les meubles de salon étaient toujours fixés. Les chaises de pont intactes. La plupart des portes des cabines étaient scellées, sauf la 7B, ouverte. Isabelle resta figée en regardant le drone survoler l'entrée. À l'intérieur, un miroir encore au mur, fissuré, et sur sa surface, écrit en quelque chose de sombre, un seul mot, encore. Journal de retour. Le navire n'avait plus d'électricité, pas d'équipage, aucun signe de dommage externe. Mais à l'intérieur, Isabelle le décrivit plus tard comme un lieu coincé entre deux états, la mort et l'attente. La salle à manger était intacte. Les assiettes dressées. Une flûte à champagne reposait là où les Dubois avaient dîné. Leur cabine était vide. Mais le miroir faisait face à la mer. Quand Isabelle se tint devant, le bourdonnement revint, plus fort. Sa radio grésilla, puis, brièvement, une voix, déformée, masculine, faible. Elle l'enregistra, le rejoua 2 fois, puis encore. La voix répétait, Isabelle. Elle ignorait comment, mais c'était la voix d'Étienne Dubois, appelant depuis un lieu au-delà de la compréhension. L'éclat de l'océan disparut du radar cette nuit-là. Pas de sillage, pas de tempête, aucune preuve qu'il avait été là, sauf l'enregistrement sur le magnétophone portable d'Isabelle. Elle rentra à terre avec un équipage qui refusa de parler de ce qu'ils avaient vu. Le commandant Vasseur fut muté 2 semaines plus tard. Et Isabelle, elle classa les preuves sous enquête en cours. Mais elle n'arrêta jamais de vérifier les flux sonars, n'arrêta jamais d'écouter le bourdonnement, car maintenant, elle croyait que l'éclat de l'océan n'avait pas disparu. Il avait été pris. Et parfois, il revenait, non pour être trouvé, mais pour trouver quelqu'un d'autre. 31 octobre 1995, 15h03. Brest, Finistère, appartement d'Isabelle. L'enveloppe était fine, non marquée, glissée sous sa porte sans un bruit. Pas d'affranchissement, pas d'adresse de retour, juste un pli blanc avec son nom écrit au stylo à billes, Fournier. À l'intérieur, une seule feuille de papier, vieillie, jaunissant au coin. La lettre disait, Garde côtière française, Division Atlantique. Déposé le 19 juillet 1987. Destinataire, Capitaine J.E. Béranger. Gestion confidentielle requise. Le contenu était dactylographié, précis, froid. Mémorandum au commandant de la division atlantique de la garde côtière. Objet, incident 817A, Dr Étienne et Claire Dubois. Classification, niveau 4, suppression. À 20h le 17 juillet 1987,
l'éclat de l'océan a relayé une transmission d'urgence cryptée contenant 6 secondes d'audio, immédiatement signalée par le renseignement naval en raison de sa forme d'onde correspondant à des transmissions antérieures codées noires associées au secteur 8C. Le contenu de l'audio a été transcrit et scellé sous la directive Oméga E17. À 20h06, le navire a cessé toute communication. Aucun signal de détresse activé. La surveillance par satellite a récupéré des signatures thermiques compatibles avec une décharge électromagnétique localisée dans un rayon de 0,5 milles nautiques. Dernière position connue, 37,33 degrés nord, 65,71 degrés ouest. Ordre reçu de Paris, ne pas engager. Ne pas poursuivre. Archivé sous protocole discrétionnaire. Lieutenant-commandant Édouard Fossé, unité de supervision navale, Atlantique Quai. Réaction d'Isabelle. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas une rumeur ou une théorie chuchotée. C'était une documentation. Elle prouvait 2 choses, l'éclat de l'océan n'avait pas simplement disparu, il avait envoyé un signal. Et le gouvernement français le savait et n'avait rien dit. Isabelle tourna la page. Au bas, une note manuscrite, faible, probablement ajoutée par quelqu'un dans le système qui ne pouvait rester silencieux, je me fiche de ce qu'ils disent. Le navire n'était pas vide. L'audio contenait un nom. Il disait Étienne. Il était encore vivant quand c'est arrivé. Pas de signature, juste un symbole barré, Delta 8C. Isabelle s'adossa à sa chaise, le cœur battant, la lettre tremblant dans sa main. L'affaire n'avait jamais été close, car elle n'était jamais censée être résolue. Elle plaça la feuille dans son dossier crypté, à côté du clip audio, de la carte sonar, et de l'image fixe du miroir de la cabine 7B. Puis elle écrivit dans son journal, il savait. Il savait depuis le début. Ce n'était pas un accident. C'était un avertissement. Elle ignorait qui lui avait envoyé la lettre, mais elle savait ce que cela signifiait. Elle n'était pas seule. Et quelqu'un d'autre là-dehors voulait que la vérité soit découverte. 3 novembre 1995, 18h12. Station Ifremer, Brest, Finistère. Isabelle arriva à la tombée de la nuit. Elle avait conduit toute la nuit, sans appel, sans notification. Une seule personne savait qu'elle venait, Dr Alina Wilcox, une géophysicienne marine qui étudiait discrètement les anomalies au large de la dorsale des Açores depuis près d'une décennie. Quand Isabelle lui montra le spectrogramme de l'éclat de l'océan et la structure répétitive de l'onde, Alina ne s'y a pas. Ce n'est pas du sonar. C'est une communication géolocalisée, et elle n'émet pas au hasard. Elle attend une réponse. Les coordonnées non marquées. Alina conduisit Isabelle dans une salle sécurisée sous le laboratoire océanographique. Là, derrière une série d'armoires scellées, elle ouvrit un tiroir rempli de cartes barométriques classifiées. Elle pointa une zone au cœur de la fosse marquée sur la carte d'Isabelle des semaines plus tôt. Cette zone n'a pas de lecture de profondeur. Nous y avons envoyé des sondes en 1989. Aucune n'est revenue. Quelle est sa profondeur ? Demanda Isabelle. Nous ne savons pas, répondit Alina. Mais l'une des dernières lectures a renvoyé un indice de pression qui aurait écrasé une coque en acier. Isabelle se pencha. La zone sur la carte n'était pas étiquetée, mais à côté, écrit à l'encre rouge il y a des années, 4 mots, ne pas émettre ici. L'enregistreur noir. Alina montra autre chose à Isabelle. En 1992, une balise de signal à distance laissée par un submersible de l'Ifremer avait capté une brève réponse depuis la fosse, 3 ans après la dernière transmission de l'éclat de l'océan. La réponse n'était ni une voix ni un sonar. C'était une impulsion. Et à l'intérieur, un éclat audio basse fréquence. Alina lança la lecture. La bande était rugueuse, déformée, mais enfouie dans les parasites, une phrase, une voix de femme criant, puis chuchotant, « S'il vous plaît, ce n'est pas là que nous sommes censés être. » L'horodatage du signal correspondait à l'heure exacte où la garde côtière trouva les affaires des Dubois en 1995. Le tissu de la mémoire. Alina avait une théorie, jamais publiée.
Il y a des zones dans l'océan où la mémoire et le temps se comportent différemment. Nous avons vu des perturbations chimiques, des anomalies magnétiques, mais ceci, c'est autre chose. Que voulez-vous dire? Demanda Isabelle. Je veux dire qu'ils ne sont pas juste perdus. Ils pourraient être piégés dans une boucle, quelque part entre présence et effacement. Et plus ils restent là, plus il devient difficile pour eux de revenir. Isabelle digéra l'idée qu'Étienne et Claire Dubois, tous deux médecins, logiques, réels, aient pu rester conscients bien plus longtemps que quiconque ne l'imaginait. Elle quitta Brest juste après minuit avec une copie du fichier de l'enregistreur noir, une photocopie de la carte marquée ne pas émettre ici, et un nouveau nom gravé dans ses notes, Projet Seuil, site éco. Elle ignorait ce que cela signifiait, mais quelqu'un le savait. Et plus que jamais, elle était convaincue que ce n'était pas à propos du navire. C'était à propos de ce que l'océan essayait de cacher, et de ce qu'il avait déjà englouti. 6 novembre 1995, 9h03. Port de Roscoff, Finistère, quai de recherche civile. Isabelle arriva sans prévenir, suivant des murmures. Un vieil article de 1990 mentionnait un plongeur nommé Carlos Mendoza, un contractant civil qui affirmait avoir trouvé une anomalie métallique à 400 mètres sous le niveau de la mer, près de la dorsale des Açores, dans une zone correspondant vaguement au site éco du Seuil. L'Institut marin local l'avait ignoré. Le gouvernement n'avait jamais donné suite. Mais Carlos conservait ses registres dans des carnets, des journaux de plongée, et une cassette VHS détériorée enregistrée par sa caméra de casque. La cassette. Ils s'assirent dans son petit atelier d'une pièce derrière les quais. Des réservoirs rouillés tapissaient les murs. Des cartes marines jonchaient le sol. La télévision fonctionnait à peine, mais elle joua. Les images étaient troubles au début, bulles, audio étouffé. Puis une structure, métal lisse, angulaire, sans corrosion, une forme non géologique. C'est ce que j'ai trouvé, dit Carlos. Ce n'était pas une épave. C'était ancré au fond de l'océan. Isabelle regarda Carlos, dans la vidéo, s'approcher d'une ouverture semblable à une trappe dans la structure. Soudain, l'image coupa au noir. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle. Carlos hésita, puis, doucement, je ne me souviens pas. Le rapport de surface. Le partenaire de bateau de Carlos, Luis Estrada, confirma. Carlos était remonté en panique, saignant des oreilles, incohérent, criant qu'une voix dans son casque n'était pas humaine. Je voulais l'emmener pour un scanner, dit Luis, mais il était calme 5 minutes plus tard. Trop calme, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. La semaine suivante, Carlos reçut une offre d'emploi inattendue d'une firme de recherche privée basée à Bordeaux. Il refusa. 2 jours plus tard, ils vinrent quand même. L'offre. Carlos sortit une enveloppe scellée dans du plastique. Ils m'ont donné ça, m'ont dit de signer un accord de confidentialité. Isabelle l'examina. La société listée était Échelon Maritime System, un sous-traitant connu de Point Nord System, la même firme liée à la construction du Cadran et dans l'affaire du feu de Harper. Les fils se tissaient, de Brest à Roscoff jusqu'à la dorsale atlantique. Ils appelaient cela une signature fantôme. L'anomalie émettait une fréquence morte, mais seulement en détectant une vie à proximité. Avant qu'Isabelle ne parte, Carlos lui tendit une copie de ses coordonnées de plongée. Elle correspondait presque exactement au secteur 8C, légèrement plus au sud. Mais ce n'était pas l'emplacement qui la hantait. C'étaient ses derniers mots, je pense que l'océan a des couches qu'on n'était pas censé ouvrir. Et une fois qu'on frappe à la mauvaise, quelque chose répond. Isabelle rentra chez elle cette nuit-là avec un marqueur de plus sur sa carte et une peur croissante que les Dubois n'aient pas simplement disparu. Ils étaient allés quelque part qui n'était jamais censé être trouvé. 8 novembre 1995, 2h44. Station relais confidentielle de l'Ifremer, Lorient, Morbihan. C'est un technicien nommé Antoine Tulivet qui passa l'appel. Il surveillait des secteurs dormants de la bande atlantique et juste du protocole, juste une rotation de nuit. Ces canaux n'étaient pas actifs depuis la fin des années 80,
Certains encore plus longtemps. Mais à exactement 2h11, quelque chose s'alluma sur le canal 7 à Echo, une fréquence désignée comme inactive et étiquetée avec une classification rouge, pour stockage d'archives uniquement, pas de réponse en direct. Pourtant, elle était active. Le signal. L'éclat dura 22 secondes. Une impulsion rythmique basse, comme un sonar mais superposé d'audio. Antoine isola le flux, le passa à travers un filtre. Il ne se répéta qu'une fois, mais assez clairement pour une transcription, nous n'avons jamais atteint la Terre. Il ne nous laisse pas remonter. Nous nous souvenons encore de la voix. Une femme, le rythme fragmenté, comme quelqu'un luttant pour parler après des décennies de silence. Il imprima les journaux, archiva l'audio, et notifia son supérieur. Mais au matin, le canal était de nouveau noir, disparu. Retour à Isabelle. 3 jours plus tard, Isabelle reçut une enveloppe matelassée brune à sa boîte postale temporaire. Pas de nom. À l'intérieur, une mini-cassette étiquetée Echo TX 871. Une note autocollante, tu avais raison. La cabine 7B n'était jamais vide. Elle joua la cassette. C'était le même signal qu'Antoine avait enregistré. Isabelle écouta encore et encore, isolant la forme d'onde. Vers la fin, enfoui sous les parasites, un murmure, un nom, clair. L'implication. Les Dubois n'avaient pas été tués par la météo, des pirates, ou un accident. Ils avaient été interceptés, retenus quelque part, isolés, submergés, encore vivants, peut-être altérés, pas seulement physiquement, mais mentalement. Isabelle n'avait aucune théorie sur la manière dont une conscience pouvait survivre ou transmettre après tout ce temps. Mais le motif était indéniable. Et le nom n'était pas une donnée, c'était une mémoire. Isabelle était assise dans sa voiture de location juste devant une station fermée. Sur ses genoux, la cassette. Dans ses mains, la photo de la cabine. Sur sa carte, un marqueur rouge autour des coordonnées que la garde côtière avait caviardées. Elle ne croyait plus que les Dubois étaient simplement partis. Non, ils essayaient de revenir, et quelque chose, quelqu'un, essayait de les en empêcher. 10 novembre 1995, 5h33. Installation de surveillance océanique navale, Brest, Finistère. Salle de briefing confidentielle. Isabelle avait obtenu une rencontre discrète avec commandant Pierre Gréau, un ancien spécialiste sonar de la marine qui avait surveillé les anomalies de l'Atlantique Nord sous l'opération Voile de Neptune, un programme aujourd'hui abandonné, démantelé en 1991 sans explication publique. Pierre n'était pas enthousiaste à l'idée de parler, mais quand Isabelle joua la cassette Echo TX 871, son attitude changea. Il mit l'audio en pause à mi-chemin et dit « J'ai déjà entendu ça. » Une fois, en 1987, la nuit où le réseau de la dorsale de Lisbonne a échoué. L'événement d'impulsion. Pierre expliqua qu'en avril 1987, un réseau d'écoute sous-marin placé le long de la dorsale de Lisbonne avait capturé une salve acoustique non identifiable. Elle n'était ni biologique, ni sismique, ni humaine. Elle semblait intelligente. Peu après, tous les hydrophones du secteur se turent. Le rapport fut étiqueté interférence tectonique marine et le réseau fut discrètement démantelé. Mais avant cela, une technicienne linguiste, Carla Wexler, avait signalé que la salve contenait des marqueurs phonétiques compatibles avec une détresse émotionnelle. Ces notes furent ignorées. 2 mois plus tard, Carla disparut. Une archive cachée. Pierre tendit à Isabelle une clé USB. À l'intérieur, 6 fichiers cryptés tirés de ses archives personnelles. L'un d'eux était une superposition de la transcription de l'impulsion de 1987 comparée à l'Echo TX 871 de 1995. Elles étaient identiques. Isabelle fixa la forme d'onde, la gorge sèche. 2 transmissions, à 8 ans d'écart. Même fréquence, même voix, même phrase, nous nous souvenons encore. Théorie refond surface. Pierre s'adossa à sa chaise. Il y avait une théorie, marginale à l'époque, selon laquelle quelque chose était stocké dans ces fosses. Pas seulement des épaves, pas même des corps,
mais de la mémoire. Une conscience en quelque sorte suspendue, dégradée, comme un fichier corrompu en boucle infinie. Il regarda Isabelle. La mère n'oublie pas, inspectrice, et parfois, elle ne pardonne pas. Isabelle quitta la base au lever du soleil avec la clé USB, la carte, et une phrase gravée dans son carnet, relais de la dorsale de Lisbonne, site bleu 9. Elle ignorait ce qu'elle y trouverait, mais elle savait ce qu'elle devait faire ensuite, affréter un navire, y aller elle-même, et écouter. Car si l'océan parlait, il était temps que quelqu'un l'écoute vraiment. 14 novembre 1995, 6h02. À bord du Néréide 2, océan Atlantique, en route vers le site bleu 9. Isabelle n'était pas plongeuse, mais elle ne faisait confiance à personne d'autre pour le faire. Elle affréta le Néréide 2, un navire océanographique indépendant opéré par un équipage de 3 personnes qui posait peu de questions tant que le paiement était effectué et que la mission restait hors des registres. Les coordonnées étaient précises, 39,1 degrés nord, 30,7 degrés ouest, juste à l'est de la dorsale médio-atlantique. À 9h, ils étaient en eau profonde, et bleu 9 n'était plus une simple rumeur. La descente. Isabelle resta en surface, surveillant la plongée à distance depuis la station de recherche à bord. Le submersible Aquarius a été piloté par capitaine Lionel Ashby, un opérateur expérimenté en haute mer avec des missions classifiées à son actif et aucune patience pour les superstitions. Il descendit seul. 2100 mètres, 2700, 3500. À 3700 mètres, la première anomalie apparut. Commandement, je perds la stabilité de la boussole. Les instruments tournent, la visibilité chute rapidement. Mais le terrain ici, ce n'est pas normal. Les images en direct arrivaient en flash granuleux. Un basalte plat interrompu par des formations symétriques, trop régulières, trop répétitives. Isabelle se pencha. Ashby, décrivez ce que vous voyez. On dirait des clôtures, pas des crêtes naturelles. Des rangées. Et quelque chose reflète la lumière. Attendez, mon Dieu. C'est une porte. La caméra zooma. Là, incrusté dans une pente verticale abrupte, un panneau métallique sans charnière, sans joint visible, mais portant des marques évidentes de construction artificielle, y compris des caractères gravés, certains usés, d'autres encore nets. Dans le coin supérieur droit, unité 7B. Le cœur d'Isabelle s'arrêta. Ashby, confirmé. Vous avez dit 7B? Affirmatif. C'est gravé ici. Puis des parasites. La coupure. Le flux vidéo vacilla violemment. Une image montrait le visage d'Ashby, tordu par la confusion, la suivante était totalement noire. Des alarmes retentirent en surface. Aucun contact. Aucun signal. Le submersible avait disparu. La recherche en surface. Ils attendirent 5 heures. Les pings sonars revenaient dispersés, réfléchis par des surfaces qui n'auraient pas dû exister. Pas de pic thermique, pas de champ de débris. C'était comme si le submersible avait été absorbé. L'équipage supplia Isabelle de faire demi-tour. Elle ne discuta pas, mais avant de partir, elle lança une balise sonar sur le site, préprogrammée pour enregistrer pendant 72 heures et transmettre à distance, juste au cas où. De retour à terre, Isabelle ne déposa aucun rapport. Elle retourna à son motel, éteignit les lumières, et repassa en boucle les dernières secondes de la plongée d'Ashby. Dans la toute dernière image, avant que la distorsion ne prenne le dessus, il y avait quelque chose derrière la porte. Pas une silhouette, un reflet. 2 formes humaines côte à côte, se tenant la main. 21 novembre 1995, 2h12. Chambre de motel d'Isabelle, Horta, Açores. La transmission de la balise sonar arriva juste après minuit. Isabelle était assise seule dans le noir, écouteurs sur les oreilles, les doigts tremblant légèrement sur le récepteur. 3 jours s'étaient écoulés depuis la disparition d'Ashby, et elle s'était préparée à n'entendre rien. Un signal mort, un fichier corrompu, le silence. Mais la balise avait capturé quelque chose.
Une voix. L'enregistrement. Il était faible, filtré à travers des couches de parasites et de pression océanique. Mais en nettoyant le signal et en superposant les bandes de fréquences, il prit forme. Isabelle, Isabelle, écoute-moi. La voix était masculine. Familière. Si tu entends ceci, nous sommes encore ici. Ils nous ont pris la surface. Mais pas la mémoire, pas l'amour. Dis-lui. Une pause. Puis, dis-lui que Claire tient encore ma main. Puis silence. Isabelle resta figée. L'horodatage correspondait à l'heure exacte où la balise passa au-dessus de bleu neuf. La signification. Ce n'était pas un signal fantôme. Ce n'était pas un reflet sonar ou une boucle de rétroaction. C'était une transmission en temps réel. Quelqu'un, quelque chose, avait parlé depuis les profondeurs, et il connaissait son nom. Il connaissait le nom de Claire. Et plus important encore, il se souvenait. Cela brisait toutes les règles de la physique. Mais cela confirmait une vérité qu'Isabelle soupçonnait depuis longtemps, les Dubois n'étaient pas morts. Ils avaient été pris. Préservés. Peut-être volontairement, peut-être pas. Une forme de clôture. Isabelle rédigea son rapport, mais ne le déposa jamais. Elle brûla la cassette, effaça la clé USB, acheta un nouveau carnet, un nouveau nom, et disparut du service gouvernemental 2 mois plus tard. Ces derniers mots, griffonnés dans la marge de son journal, la cabine 7B n'était jamais vide. Elle attendait. Quelque part sous la dorsale atlantique, près du site de relais bleu neuf, un signal scintille encore toutes les 72 heures. Un ping répétitif qu'aucune agence ne revendique, qu'aucun satellite n'archive, un murmure dans les profondeurs, une mémoire gravée dans le sel, et 2 noms qui se tiennent encore la main sous tout cela. Docteur Étienne Dubois, docteur. Claire Dubois.